Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres des jurys, Mesdames, Messieurs, je vais commencer par vous mettre à contribution, mais rassurez-vous que quelques minutes. Fermez les yeux. Allez-y, s'il vous plaît, fermez les yeux. Imaginez un océan, plus exactement l'océan Pacifique. Voyez-vous cette immensité d'eau? Ajoutez-y de la couleur, un bleu turquoise, un bleu qui nous invite au voyage. Distinguez-vous cette transparence? Voyez-vous ces coraux, ces trésors marins, ces poissons multicolores? Maintenant, agrandissez l'image. Distinguez cette myriade d'îles, d'îlots, ces barques, ces pêcheurs. Vous êtes au large de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, non loin de la Polynésie française, entre Hawaï et les îles Fidji. Il y a là près de 100 000 habitants, 3 archipels, une trentaine de petites îles et d'îlots qui forment un collier d'émeraude sur le bleu turquoise de l'océan Pacifique. Ça fait rêver, non? Je vous demande un dernier effort. Imprimez cette image dans votre esprit. Non, gravez-la. Vous pouvez ouvrir les yeux. Merci. Ce tableau que vous avez dessiné est idyllique, mais il ne sera bientôt plus. De cette vision de carte postale, d'ici quelques décennies, il ne nous restera qu'un souvenir, un document d'archives. Ces hommes, ces femmes, ces enfants, leur terre, leur langue, leur culture appartiendront au passé. Est-ce une fatalité? Il semble que oui. Le sort des Kiribati est aujourd'hui scellé. Certains nous parlent d'un pays en voie de disparition. Pour exemple, l'archipel de Tuvalu serait sous les flots d'ici 50 à 60 ans. Mais c'est demain. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas su, l'être humain n'a pas su à temps prendre la mesure des catastrophes écologiques, du changement climatique opéré par l'activité humaine d'un tiers des pays de ce monde. Pays trop occupés à se développer, à gérer le profit et aujourd'hui à lutter contre la crise économique. Certains nous disent: la première victime collatérale de la crise économique, c'est l'écologie. Mais permettez-moi de dire que c'est simplement que l'écologie n'est pas placée au premier rang des grandes nations de ce monde. Mais à vouloir garder les yeux fermés, il sera vite trop tard. La première victime de cet aveuglement, c'est nous, c'est l'humanité. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, devant vous, éminente assemblée, j'ai choisi de porter le combat d'un homme qui a voulu devenir réfugié climatique. Cet homme, c'est M. Yohan Tietyota. Il est natif des Kiribati. Agriculteur, pêcheur dans son pays, il a rejoint en 2007 les rivages de la Nouvelle-Zélande. Il a fui la maladie, la violence consécutive à l'effondrement des ressources en eau potable et à une agriculture en berne. Parce que sur ces terres, l'eau de l'océan pénètre toujours plus avant. Elle les stérilise, l'eau douce se fait rare, l'eau des nappes phréatiques ne se renouvelle pas parce qu'il ne pleut presque plus. M. Tietyota a même été jusqu'à se battre avec les siens, parce que sur ces terres, il y a aussi de moins en moins de place et d'eau douce. Quand il est arrivé en Nouvelle-Zélande, M. Tietyota a obtenu un visa de travail. Son épouse l'a rejoint ensemble. Ils ont eu 3 enfants. Mais depuis 2011, ce visa est expiré et il n'a pu être renouvelé. Espérant éviter l'expulsion, au cours de l'année 2013, M. Tietyota a saisi la justice néo-zélandaise et a demandé à être reconnu réfugié climatique. Le tribunal de l'immigration l'a débouté. La haute instance d'Auckland a été saisie. Mais comment espérer prospérer? Le statut
de réfugiés climatiques n'est pas reconnue par les conventions internationales. C'est pour moi une aberration au vu des données aujourd'hui existantes. Dans le monde, il y a plus de personnes déplacées hors ou à l'intérieur de leur pays en raison des catastrophes écologiques qu'en raison de faits de conflits. Quelques chiffres. 32,4 millions. C'est le nombre de personnes déplacées en 2012 en raison d'événements extrêmes et soudains. Ouragans, sécheresses. Les pays les plus pauvres sont les plus touchés. 150 à 500 millions, oui j'ai bien dit 500 millions, de personnes pourraient être obligées de migrer d'ici 2050 à cause des catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique. Il est acquis que la montée des eaux va condamner des millions de personnes au départ, puisque les 2/3 de la population mondiale vivent à moins de 200 km des côtes, nous en sommes partis, que 30 des 50 plus grandes villes au monde sont situées en bord de mer. Les droits de l'homme sont sans cesse bafoués. Le droit à la vie, le droit à la terre, le droit à l'accès à l'eau potable. Je vous rappelle le pacte international des droits civils et politiques qui stipule « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi ou la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a le droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. » Alors il est un paradoxe. Ces problématiques ne sont ni méconnues ni délaissées de la communauté internationale. En 1987, l'ONU a créé le GIEC, Groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat, réunissant des milliers d'experts, de scientifiques. En 1995, un deuxième rapport a été rendu et prévoyait déjà le réchauffement climatique de 1 à 4 degrés d'ici 2010. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement, depuis plus de 20 ans, a défini ce que sont les réfugiés environnementaux. Je vous lis cette définition. Personnes qui ont été forcées de quitter leur habitation traditionnelle d'une façon temporaire ou permanente, à cause naturelle ou humaine, d'une dégradation nette de leur environnement qui bouleverse gravement leur cadre de vie et ou qui déséquilibre sérieusement leur qualité de vie. Nombre de réunions, de sommets, de colloques ont eu lieu à travers le monde sur ces questions. Le Conseil de l'ONU, en 2008, prenait une résolution « Droits de l'homme et changement climatique ». En France, nous avons une équipe d'universitaires, de juristes, qui ont décidé de pallier la carence du droit international et ont rédigé un projet de convention internationale sur les déplacés environnementaux. Ils préconisent la création d'une instance internationale qui permettrait des recours individuels. Effet nouveau, mais ô combien symptomatique, la population mondiale se mobilise. Le 21 septembre 2014, partout dans le monde, des milliers de personnes ont marché pour le climat. À New York, à Melbourne, à Berlin, à New Delhi. Moi, j'étais à Paris. C'est encore à Paris que se tiendra la 21e conférence sur le climat en 2015. Mais tout cela semble désespérément vain. Si la haute instance d'Auckland a reconnu que les Kiribati souffraient de la dégradation mondiale de leur environnement à cause des catastrophes naturelles, elle a débouté M. Tietjota, novembre 2013, considérant que celui-ci ne pouvait être réfugié climatique car personne ne menaçait sa vie. Elle s'est référée à la Convention de Genève de 1951. Selon cette convention, peut être reconnue comme réfugiée une personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou à des opinions politiques. Il a été martelé en première instance devant la Cour d'appel d'Auckland que M. Tietjota était menacé, mais par l'environnement.
La législation internationale ainsi visée date de plus de 50 ans. Elle est spécifique au grand nombre de déplacés qui ont fait suite à la Seconde Guerre mondiale. Elle est inadaptée au cas présent. La menace climatique n'a pas d'existence juridique. Alors, est-ce à dire que M. Tietjota et sa famille doivent retourner dans les Kiribati? Mais ils n'y ont plus de famille, plus de maison, plus de travail. Les enfants risquent la famine, la maladie. À terme, ils seront sans terre, comme le prédit la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Ils deviendront apatrides, de fait, contraints à l'exode. Mais c'est encore s'ils survivent à la submersion. M. Tietjota et sa famille sont condamnés à fuir ou à mourir. Mais quels crimes ont-ils commis? Dois-je rappeler que les Kiribati ne représentent qu'une partie infinitésimale de la population mondiale, qu'ils ne vivent que de la pêche côtière, de l'agriculture locale, que leurs modes de vie sont précaires. Ils n'ont aucune infrastructure industrielle polluante. Pour l'ONU, c'est un PMA, un des pays les moins avancés au monde. Que face aux Kiribati se trouvent les pays dits riches, modernes, polluant avec excès notre planète et abusant de ses ressources. À la fin de l'année 2013, le GIEC, qui a d'ailleurs confirmé cette année, à la fin de l'année 2014, est venu nous faire état d'un consensus, mais permettez-moi de dire d'une certitude, puisqu'il est acquis que l'activité humaine à 97,1%, 97,1% est responsable du réchauffement climatique. Le programme des Nations Unies pour l'environnement nous l'a redit. La dégradation mondiale de l'environnement est profonde, multiforme et rapide. Le climat se réchauffe, le niveau de la mer augmente. C'est désormais irrémédiable. Pour M. Leung, docteur en psychologie que je cite, l'humanité entière n'a jamais été aussi fragile et vulnérable, ni confrontée à un problème aussi général que celui du changement climatique actuel et à cette grande échelle. La situation est unique dans son histoire. Le réfugié climatique témoigne d'une situation hors norme, imposée par les événements dont l'humanité doit assumer sa part de responsabilité. Nier cette responsabilité, c'est faire preuve d'une cécité inconséquente. Permettez-moi de reprendre les mots de Jean-Jacques Rousseau. Nous sommes perdus si nous oublions que les fruits sont à tous, mais que la terre n'est à personne. Monsieur Tietjota n'est pas un envahisseur ou un ennemi, c'est un témoin, une victime malheureuse du désastre écologique que nous faisons subir à notre planète. L'ennemi, c'est le changement climatique, c'est le déni de cette réalité. Ne vous trompez pas. Seul le réveil des consciences, la force de notre solidarité, les actions collectives que nous mènerons ensemble permettront de sauver le plus grand nombre. Il me semble primordial, à l'heure où la réalité d'un danger climatique d'origine anthropique fait de moins en moins débat, de créer un statut pour les déplacés environnementaux. Ce pourrait être le point de départ d'une mobilisation internationale, un embryon de justice climatique, tant attendu par les peuples qui, comme les Kiribati, sont en première ligne face au réchauffement climatique. L'homme est périssable, mais ne périssons pas sans résister. Et si le néant nous attend, faisons en sorte qu'il ne soit qu'une injuste destinée.